Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, il s'agit d'une vidéo de disparition inquiétante, très connue en France et qui m'a extrêmement marquée quand j'étais petite. Je pense que pour ceux qui s'en souviennent, ça les a extrêmement marqués et ça vous marque peut-être encore aujourd'hui. Il s'agit de la disparition de la petite Marion Wagon qui n'a jamais été élucidée à ce jour. Pourquoi en reparler à nouveau aujourd'hui? Tout simplement parce que le père de Marion a voulu relancer médiatiquement l'affaire en parlant à travers une émission proposée sur W9 en mai 2022 qui s'appelle Enquête criminelle. À travers cette vidéo, je voulais faire un point sur l'enquête à ce jour, toutes les pistes qui ont été envisagées et qui sont encore envisageables aujourd'hui, et également les actualités juridiques du dossier. On se retrouve juste après ça. On est en fin d'année 1996 et plus précisément en novembre 1996. On est à Agen, c'est une petite commune du sud-ouest de la France, à environ 1h30 au nord-ouest de Toulouse. La ville est plutôt une petite ville sympathique qui est séparée en deux par le fleuve la Garonne. On retrouve la famille Wagon qui est constituée de 5 membres. On a le père Michel, la mère Françoise, Gilles 15 ans, Charline 14 ans et la petite dernière Marion qui a 10 ans. La famille est originaire de base du Nord et est venue habiter sur Agen depuis quelques années parce que le père a eu une opportunité professionnelle dans une carrosserie. La mère, elle, a trouvé un travail dans une maison d'édition spécialisée dans la petite enfance, donc vraiment tout se passe bien à ce niveau-là. Il y a une bonne entente en général dans la famille, c'est une famille sans histoire. Ils habitent dans un appartement situé dans un HLM, le HLM du Pont de la Garde, et qui se trouve en plein centre-ville. La petite dernière, Marion, dont malheureusement vous avez tristement entendu parler, est une petite fille à l'époque débrouillarde, vraiment intelligente et qui amène un peu le soleil et la joie de vivre dans son foyer. Elle était très lucide sur le monde qui l'entourait et était aussi quelqu'un de très méfiant. C'était pas quelqu'un qui faisait facilement confiance aux autres et surtout pas aux adultes qui lui proposaient par exemple de monter dans les voitures. Pourquoi je dis ça? Parce qu'elle a été traumatisée par les affaires du trou qui ont éclaté au grand jour internationalement en juin 1996. Ce sont les affaires, vous savez, qui se sont passées en Belgique et c'était 3 mois avant les faits qui concernent Marion dont je vais vous parler aujourd'hui. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas ces affaires, Marc Dutroux était un criminel qui a été condamné pour 5 assassinats et pour pédophilie. Il est considéré comme étant le chef d'une association de malfaiteurs impliqués dans des enlèvements d'enfants avec séquestration, viol avec torture et trafic de drogue. Il a été condamné à perpétuité. Et donc Marion, et comme beaucoup d'autres jeunes filles à l'époque, avait été très informée sur le sujet. Les parents étaient un peu plus sur leur garde que d'habitude. On va dire que ça a eu un retentissement international et effectivement, elle, ça lui faisait extrêmement peur. Donc elle faisait très attention quand elle faisait des trajets à pied. Et en effet, à cette époque, Marion avait l'habitude de faire des trajets à pied, c'est-à-dire entre la maison et son domicile ou encore la maison et son école de danse. Alors oui, à l'époque, c'était beaucoup plus commun que les enfants rentrent ou fassent ces trajets seuls sans être accompagnés d'un adulte quand il s'agissait d'un trajet vraiment assez court. Même moi, je me rappelle à l'époque, quand j'étais à l'école primaire, c'est ce que je faisais et je sais que maintenant c'est de plus en plus rare parce qu'on est de plus en plus sur nos gardes. Ces anciennes camarades de classe ont été interrogées d'ailleurs cette année par rapport au reportage, vous savez, sur W9, donc Enquête criminelle, qui a été diffusé en mai 2022, pour dire que effectivement leur camarade de classe Marion était très sur ses gardes et qu'elle faisait très attention. D'ailleurs, il y en a une qui explique qu'à un moment, elles étaient allées faire un cours de danse ensemble et que le soir il pleuvait, enfin voilà, le temps était horrible. La mère de cette camarade de classe a proposé à Marion de la ramener en voiture et Marion a préféré rentrer à pied.
C'est dans ce contexte d'une vie assez tranquille, d'une vie paisible, qu'on arrive le jour de la disparition de Marion, ce jeudi 14 novembre 1996. Marion, comme à son habitude, part le matin pour aller à son école primaire, l'école Sembel, située rue Marceau, une école qui est vraiment au centre-ville de la commune d'Agen. Ce matin-là, elle rend une dictée qu'elle réalise sans faute et il est 11h55 quand la sonnerie de l'école retentit. C'est là que sa maîtresse, son institutrice, va la voir pour la dernière fois. Elle va la voir partir tranquillement comme à son habitude pour emprunter son chemin, le chemin habituel qui l'amène à chez elle. D'ailleurs, chez elle, c'est environ à 400 mètres à pied, donc assez rapide. Ce jour-là, elle décide de faire un tout petit arrêt. Juste à côté, il y a une cour où il y avait son ancienne institutrice. Elle va lui dire bonjour, d'ailleurs, à ce moment-là, et puis elle va jouer un petit peu au niveau des jeux qu'il y a, c'est-à-dire balançoire, toboggan. Et elle dit à cette institutrice, je joue encore un peu et je rentre chez moi. Puis à un moment, elle voit en fait que le temps passe et elle se dit mince, ma famille m'attend pour manger parce qu'ils ont l'habitude de manger tous ensemble le midi. Et donc à ce moment-là, elle part assez rapidement, limite en trottinant, presque en courant, pour aller rejoindre sa famille tout simplement qui l'attend. Et c'est la dernière fois qu'elle sera aperçue formellement, en tout cas par son ancienne institutrice. À ce moment-là, il est environ 12h10. D'habitude, elle passe devant un îlotier. Alors qu'est-ce qu'un îlotier ? C'est un agent de police qui assure la surveillance, des fois d'un pâté de maison, et là c'était surtout d'un passage clouté, d'un passage piéton, parce que c'est un passage piéton qui traverse un boulevard avec beaucoup de passages. Et ce passage piéton se situe boulevard de la Liberté sur le chemin qu'emprunte Estelle pour rentrer chez elle. Donc il a l'habitude de la voir emprunter ce passage piéton. Et ce jour-là, il se rappelle qu'il ne l'a pas vu. Lui, il terminait exactement son service à 12h16. Là, on est du côté de la famille de Marion dans l'appartement du HLM que je vous ai cité tout à l'heure. La famille commence à s'impatienter, il se rend compte de l'heure qui avance, il se rend compte que la petite est toujours pas là et qu'elle doit traîner sur le chemin. Il est 12h25 à peu près, le père et la mère vont demander à Gilles et Charline d'aller récupérer leur sœur. Donc Gilles, lui, est chargé d'aller faire le chemin de l'école pour aller récupérer sa sœur qui doit traîner quelque part. Et Charline, elle, de regarder si elle n'est pas en train de jouer en bas de l'immeuble ou en tout cas dans le voisinage. Les deux enfants rentrent et malheureusement, ils rentrent sans Marion. Et là, il va être 12h45. La petite est censée être rentrée maintenant depuis plus d'une demi-heure. En plus, à l'époque, il n'y avait pas les portables, tout ça. Donc là, il y a quand même de l'inquiétude qui commence à s'installer chez les parents. Ils commencent à sentir qu'il y a quelque chose qui va pas. Instinctivement, qu'est-ce qu'ils vont faire à 12h45 ? Ils vont appeler l'institutrice de Marion en lui disant « Écoutez, Marion est toujours pas rentrée, est-ce que par hasard, elle serait restée à l'école ?» Et l'institutrice commence à s'inquiéter parce qu'elle a bien vu Marion partir et Marion n'est pas présente à l'école. Et là, ça va être très rapide. Les parents ont comme un mauvais pressentiment, il s'est passé quelque chose. Donc ce qu'ils font, c'est qu'ils appellent directement la police. Et ils tombent sur le chef de la sûreté urbaine qui s'appelle Roland Courdès. Roland Courdès qui a eu un super impact sur la famille, qui a été très professionnel et on a beaucoup salué dans cette affaire son expertise et son implication dans cette affaire. Parce qu'il est l'heure de midi à peu près, donc il n'y a pas beaucoup de personnel disponible, mais il sent et il prend cette disparition très au sérieux. Donc ce qu'il fait, c'est qu'il va envoyer le maximum d'effectifs qu'il a à sa disposition pour quadriller le terrain et faire les premières recherches. Il note évidemment le signalement de la petite Marion Wagon qui à l'époque faisait 1m40. Elle était blonde avec des yeux bleus et ce jour-là, elle était habillée d'un manteau noir, d'une écharpe noire, d'un collant rouge et noir et de boots beige. Donc il envoie le signalement, tout le monde part à la recherche de la petite fille. La police quadrille le quartier comme je vous disais et les berges de la Garonne sont explorées. Il n'y a rien à signaler. Dès le début, Roland Courdès veut amener les chiens pisteurs pour flairer une potentielle piste de la jeune fille et il y a eu une sorte de couac. La seule équipe cynophile disponible, la personne n'était pas présente ou était en vacances. Il a fait en sorte de demander finalement aux pompiers de ramener une équipe cynophile. Il s'est battu pour que finalement les pompiers ou
l'équipe en tout cas disent oui, et c'est seulement malheureusement à 17h que l'équipe cynophile a pu se déplacer. Très rapidement, l'équipe cynophile donc va flairer plusieurs pistes, mais la piste la plus importante, ça va être celle dans un immeuble de la rue Hoche, qui est un immeuble qui est en rénovation, qui se trouve à 200 mètres environ du domicile des wagons. Donc là, le chien va filer à l'étage et on va retrouver un peintre qui est en train de peindre tout simplement, qui est en salopette, qui se demande un petit peu qu'est-ce qui se passe. Cette personne-là est mise très rapidement en garde à vue, mais est également très rapidement relâchée. En fait, effectivement, il y avait des poils de sa chienne sur sa salopette qui a fait que le chien les a sentis et a flairé une mauvaise piste. Apparemment, il y a eu quand même 2 chiens qui ont été amenés sur le terrain. Il y en a peut-être eu d'autres, mais j'ai eu que cette information. Et les 2 chiens étaient un peu perturbés par toutes les odeurs et les perturbations environnementales de la ville. Et en fait, ça a un peu, on va dire, brouillé les pistes. Et c'est dès le lendemain de la disparition, donc on est le vendredi 15 novembre 1996, qu'une enquête pour enlèvement et séquestration est ouverte. L'inquiétude grandit à Agen après la disparition depuis jeudi midi d'une fillette de 10 ans. Les enquêteurs ne cachent guère leur préoccupation. L'hypothèse d'une fugue d'abord privilégiée ne semble plus, hélas, prioritaire. Le visage de Marion, 10 ans. Émotion à Agen, où la fillette a disparu depuis plus de 48 heures. Au moment de sa disparition, Marion portait un caleçon rouge et un manteau noir, dans ses cheveux châtains, un bandeau multicolore. Aujourd'hui, les enquêteurs du SRPJ Toulouse ont quadrillé la ville, sans succès, tandis que les parents et les proches de la petite fille ont été entendus. La police a effectué toutes les investigations possibles à l'époque. Ils ont fait du porte-à-porte, ils sont allés fouiller les caves de plusieurs immeubles, ils sont également allés examiner des parkings. Ils ont également interrogé 350 individus connus pour des faits d'agression sexuelle et notamment sur des mineurs. D'ailleurs, Roland Courdès, inspecteur de police en charge de l'affaire, met un point d'honneur de tenir la famille Wagon informée tous les jours de l'avancement de l'enquête. Chose qui est vraiment bien parce qu'on sait que les familles sont très souvent laissées un peu de côté et ne sont pas vraiment au courant de ce qui se passe. Donc lui, il allait voir tous les jours, au moins 5 minutes par jour, la famille Wagon pour leur dire voilà ce qui se passe, voilà ce qu'on est en train de faire, vous pouvez compter sur moi, vous pouvez m'appeler. Donc ça, c'est vraiment plutôt une bonne chose et ça rassure. Comme disait la famille, en fait, de voir que Roland Courdès venait, il se sentait un petit peu mieux sur le moment. Parmi les individus, vous savez, les 350 individus entendus, il y a dans ces agresseurs sexuels et pédophiles une personne qui intéresse particulièrement les enquêteurs. Pourquoi ? Tout simplement déjà qu'il y a un lien un petit peu avec Marion parce qu'il se trouve que c'est l'oncle d'une copine de Marion. Donc ils ont un potentiel point en commun. En plus de ça, il était maçon dans le secteur de la disparition de Marion et également, alors qu'il n'a même pas été vraiment bousculé, comme le dit Roland Courdès, il avoue tout simplement, oui, c'est moi qui ai tué la petite Marion, je l'ai enlevée, j'ai abusé d'elle et ensuite je l'ai tuée. Et j'ai balancé son corps dans le canal du Midi. Voilà, on va quand même vérifier. Donc ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont vidé le canal du Midi pour vérifier les dires de cet homme. Même s'il y avait des incohérences, ils ont vérifié. Marion n'a pas été retrouvée, ni aucun élément qui aurait pu lui appartenir, ni aucun indice. Et en fait, il se trouve qu'en vérifiant la piste de cet homme, de l'oncle de l'ami de Marion, il y avait quand même plusieurs incohérences. Ça a fini qu'en fait c'était pas du tout possible que ce soit lui et il a fini en hôpital psychiatrique. En tout cas, les enquêteurs de la police judiciaire travaillent d'arrache-pied 24 heures sur 24 pour essayer de résoudre cette affaire. Très rapidement, c'est la piste de l'enlèvement et de la séquestration qui a été suivie. Effectivement, on a pensé à la piste de la fugue, mais ça ne coïncidait pas avec le caractère de la jeune fille et en plus elle ne réapparaissait pas. Et pourtant, c'est la piste qui est évoquée limite presque le lendemain de la disparition de Marion.
par le procureur et on ne sait pas vraiment pourquoi cette piste a été évoquée parce que c'était pas vraiment celle qui était privilégiée dès le départ, la piste de la fugue. Quoi qu'il en soit, il y a une piste qui est de plus en plus crédible qui commence à se dessiner. En effet, moins de 2 mois après l'enlèvement de Marion, il y a un témoignage intéressant qui va arriver aux enquêteurs. Il s'agit d'un président d'un club de CB. Alors les CB, c'était des radios amateurs et en tout cas dans ce cadre-là, c'était des radios qui permettaient les échanges entre les camionneurs et les chauffeurs-livreurs. Ce président qui contacte dit en fait moi il y a une personne qui m'a contacté et qui m'a demandé le jour de la disparition de Marion quel était le chemin pour arriver discrètement sur Agen. Et donc on a l'identité de cette personne qui est retrouvée et qui s'appelle Gilbert. Le profil de cet homme est étudié et il se trouve que c'est un alcoolique, que c'est une personne, on va dire, lambda. C'est une personne qui passe énormément de temps dans son véhicule, mais le plus important, c'est qu'il vient d'être écroué pour le viol de sa belle-fille de 9 ans et qu'en plus il a commis ces faits avec un autre ami à lui qui s'appelle Raymond. On a l'impression que c'est une sorte de duo d'agresseurs sexuels et qu'en plus ils sont dangereux parce que ils se déplacent. Ce fameux Gilbert habite lui à 1h30 d'Agen, donc on a plein de questions à lui poser. Il est interrogé par Roland Courdès et Roland Courdès, pour lui, en lui posant les questions et en voyant la réaction de ce Gilbert, il se dit là on est sur quelque chose parce qu'il lui pose des questions comme qu'est-ce que vous faisiez sur Agen, est-ce que vous êtes venu sur Agen, pourquoi vous venez sur Agen, est-ce que vous avez rencontré par hasard la petite Marion, et lui en fait il ne répondait pas et il se murait dans le silence. Et des fois on se dit que le silence c'est un peu comme si on avouait, et le seul moment où il va parler c'est quand il va mettre en confrontation la personne qui a témoigné en disant voilà j'ai reçu l'appel de Gilbert et Gilbert, et à ce moment là cette personne va lui dire mais si tu m'as dit ça, rappelle-toi, et lui il va lui dire non, pas du tout, c'est pas vrai, tu mens, j'ai jamais dit ça. Il a jamais finalement dit qu'il était venu sur Agen ou qu'il avait dit quelque chose comme ça. Vu que ça donnait rien, il y a des vérifications qui ont été faites, notamment sur l'emploi du temps de Gilbert. Sachant que tous les jeudis, d'habitude, il jouait au tiercé et il était habitué d'aller dans son PMU habituel. Et ce jour-là, bizarrement, personne ne l'avait vu dans son PMU, donc il n'y était pas. Et également, il y a des vérifications importantes qui doivent être faites, tout simplement sur la voiture qu'il utilisait le plus souvent, sa voiture blanche. Et il se trouve, alors que à ce moment-là, pendant ses recherches, Gilbert est en maison d'arrêt, il se trouve que la voiture a été revendue, donc revendue par la famille de Gilbert, qui disait qu'ils en avaient plus besoin parce que Gilbert était en prison. Les enquêteurs ont rapidement retrouvé la voiture, retrouvé la personne qui a acheté la voiture, donc le nouveau propriétaire, et quand ils ont examiné la voiture, ils se sont rendus compte que la banquette arrière était brûlée. Donc ils ont demandé à ce nouveau propriétaire pourquoi est-ce que la banquette est brûlée. Lui il a dit moi je sais pas, je l'ai récupérée comme ça. Donc la police est allée voir la famille de Gilbert en lui demandant mais pourquoi est-ce que c'est brûlé, et eux ils vont dire nous en fait c'était sale et donc on a brûlé pour laver la banquette. Comme c'est bien dit dans l'émission RTL L'heure du crime qui a été diffusée il y a pas longtemps, en mai également, sur cette affaire, c'est quand même assez bizarre. Je pense que quand on a une banquette arrière de voiture qui est sale, pour la laver, on ne va clairement pas la brûler. Là, ça commence à se resserrer autour de cette fameuse piste du Gilbert et potentiellement d'un duo en fait avec Raymond de pédophile. En plus, il était connu que Gilbert allait souvent dans un lieu, donc c'est une carrière qui est située au niveau de la ville de Souillac, et dans cette carrière, il y a des sortes de grottes. Et la police avait commencé à faire des recherches là-bas pour potentiellement retrouver une petite fille séquestrée ou malheureusement un corps. L'étau se resserre autour de ce Gilbert. On est sur quelque chose, mais finalement, les recherches vont être très rapidement arrêtées sur cette piste. Il y a quelque chose qui va se passer 5 mois après la disparition de Marion, un retournement de situation, alors que les policiers d'Agen et de Toulouse travaillaient 24 heures sur 24 sur cette disparition. On est le 21 avril 1997 et les juges ont décidé d'écarter la police, les dessaisir pour saisir finalement la gendarmerie. Le dessaisissement est quand même
très mal compris et très frustrant pour les policiers qui travaillent d'arrache-pied depuis 5 mois et qui avancent plutôt bien d'ailleurs, comme vous pouvez le voir. Normalement, quand il y a un dessaisissement, c'est soit qu'il y a eu un gros souci au milieu du service d'enquête, soit qu'il y a eu un conflit d'intérêts, ou soit que l'enquête piétine depuis des années. Mais là, on se retrouve dans aucun des cas. Donc le seul truc qui a été évoqué, c'est peut-être que finalement Roland Courdet était un peu proche de la famille parce qu'il allait les voir tous les jours, mais il n'y avait pas de conflit d'intérêt non plus, donc voilà, c'était un peu bizarre. Quoi qu'il en soit, à partir du 21 avril 1997, c'est les gendarmes qui vont prendre la suite de l'enquête. Ils vont repartir de zéro. Ils vont créer une cellule, la cellule Marion. Dans cette cellule, il y a une quarantaine d'enquêteurs, il y a une vingtaine de véhicules qui est mis à disposition et il y a aussi apparemment tout le matériel informatique dernier cri. Et comme je vous ai dit, l'enquête va être prise à zéro, mais tellement à zéro qu'il y a des pistes qui vont être complètement abandonnées, dont la piste de Gilbert et Raymond. Et cette piste ne va plus jamais être explorée. Et ça, c'est quand même quelque chose de fou. Parce que eux, ils vont, comme je vous ai dit, repartir de zéro et se dire on va se rapprocher du noyau familial. Vous allez comprendre par la suite. D'ailleurs, revenons sur la famille. La famille, qu'est-ce qu'elle fait depuis tout ce temps? La famille n'arrête pas. Donc évidemment, eux, leur but, c'est de faire connaître la disparition de Marion. Et pour ça, ils vont se rapprocher des médias. Ils vont en parler, faire en sorte qu'on n'oublie pas leur petite fille, essayer en même temps de protéger leurs 2 autres enfants. Il faut qu'ils arrivent à tenir à bout de bras la famille. Marion, si tu entends ce message, ou si tu lis le journal, reviens-nous vite, nous t'aimons. Si quelqu'un la retient auprès d'elle, nous le supplions de nous rendre notre enfant. Je lance aussi cet appel à toute personne qui pourrait nous aider à retrouver notre petite fille Marion. Et ils vont faire appel à une association qui s'appelle La Mouette. La Mouette, qui est une association qui vient en aide aux victimes, plus précisément axée sur les enfants disparus ou sexuellement exploités. L'association La Mouette, à l'époque, fait appel à Jacques Pradel. Jacques Pradel, vous le connaissez sûrement. C'est un journaliste d'investigation qui a été à l'origine d'une émission qui s'appelle Perdu de vue, qui aidait les familles de personnes disparues et donc qui était vraiment très suivie à l'époque. Et je trouve qu'il manque d'ailleurs une émission comme ça à la télé. En tout cas, Jacques Pradel est connu par rapport à ça. Et donc Jacques Pradel a aidé l'association La Mouette à prendre contact avec des producteurs, vous savez, des boîtes de lait, des emballages laitiers, et il va y avoir 15 millions de briques de lait qui vont être vendues avec l'avis de disparition de Marion dessus et cette fameuse photo que vous avez sûrement dû voir, en tout cas vu passer, même si vous connaissez pas la disparition. Et c'était une première en France, même si en Amérique ça se faisait déjà depuis un petit moment. C'était la première fois en France que cette diffusion d'avis de disparition était utilisée. Alors j'ai dit 15 millions de briques de lait, mais c'était 10 millions, et par contre c'est 15 millions d'affiches qui ont été distribuées concernant la disparition de Marion. Donc voilà, un gros travail de communication fait par la famille avec l'aide d'une association. Malheureusement, même si ça a permis à énormément de personnes de connaître le visage de Marion, cette communication, on va dire, à travers ces packs de lait et cette distribution d'affiches n'a rien donné. Là, on arrive en juillet 1997. Les enquêteurs vont se déplacer à Fort-de-France, en Martinique. Pourquoi? Tout simplement, ils avaient reçu un témoignage, donc le témoignage d'une touriste présente sur l'île, et cette personne avait rencontré une petite fille qui lui aurait dit « Je suis Marion Wagon et j'aimerais rentrer chez moi ». Et en plus, elle a prononcé son nom de famille Wagon comme elle le prononce dans le Nord et non Wagon comme par exemple moi je le prononce depuis le début. Donc ils ont pris cette piste au sérieux, se sont déplacés, mais les recherches sont restées stériles là-dessus. Ensuite, on arrive en septembre 1997 et là on arrive sur le développement de la piste familiale que je vous ai un peu évoqué tout à l'heure. En septembre 97, on a normalement le premier rendez-vous de la famille avec l'avocat de la famille qui est maître Catala. Ils ont rendez-vous pour la première fois dans le bureau des juges d'instruction et normalement c'est pour faire un point sur l'enquête, voir ce qui a été fait, ce qui reste à faire, quels sont les prochains actes qui vont être réalisés pour rechercher leur fille, enfin voilà, faire un point tout simplement. Et c'est quand même un moment assez rare, vous pouvez le voir, les gens attendent généralement ce rendez-vous avec le ou la juge d'instruction pour savoir les avancées de leur dossier et donc c'était un moment important. La piste de la famille était déjà un peu évoquée, même si c'était douloureux, ils trouvaient ça à
peu près normal que cette piste soit envisagée. Il s'attendait évidemment à se faire un peu interroger par les enquêteurs, mais pas au niveau du cabinet d'instruction. Mais quand ils arrivent au cabinet d'instruction en septembre 1997, ils arrivent dans une salle avec des experts qui sont présents et une sorte de lit de camp qui a été installé dans le cabinet. Puis là, on leur dit, voilà, Madame Wagon, on vous propose de vous soumettre avec les spécialistes, avec les experts, à une séance d'hypnose. Peut-être que vous avez des souvenirs enfouis au fond de vous. Enfin voilà, du coup, clairement, c'était pour dire, en gros, lui faire comprendre qu'elle aurait peut-être potentiellement oublié des événements traumatisants en lien avec la disparition de sa petite fille et peut-être en lien avec sa possible implication. Donc Maître Catala a, comme il le dit lui-même, vociféré et dit que ses manières de faire n'étaient pas du tout bien, et surtout il a dit qu'il s'opposait à ce que ses clients se soumettent à cette séance d'hypnose, et d'ailleurs cette séance d'hypnose n'a jamais été faite, et c'est vrai que ça ressort toujours comme un truc un peu moyen qui a été fait dans tout ce dossier. Et en plus de ça, évidemment, la piste de la famille a été vérifiée, et en fait ça ne collait pas au niveau horaire avec par exemple l'arrivée du père à son domicile, le père qui travaillait dans sa carrosserie, qui a été ramené sur l'heure du midi par un de ses collègues, et en fait l'horaire ne correspondait pas du tout aux horaires où aurait disparu Marion, et puis ça n'avait pas vraiment de sens, vraiment, donc il n'y a rien qui correspondait à une piste familiale, mais c'est vrai que à ce moment-là, ils sont restés quand même bien focus sur cette piste. Et il faut savoir que les parents n'ont jamais été placés en garde à vue dans le cadre de cette affaire. Parallèlement à ça, les recherches sur le terrain continuent. Il y a eu au total 1300 appartements vérifiés, également 3000 numéros de plaques d'immatriculation qui ont été examinés, et ça n'a rien donné. Et maintenant, ça fait plus de 25 ans que l'enquête piétine. Il y a eu un nouvel espoir qui est apparu à peu près en 2003, un espoir, alors si on peut appeler ça comme ça, c'est un espoir peut-être de découvrir la vérité, mais bon, l'espoir, ça peut pas aller avec Fourniret, vous voyez ce que je veux dire. Donc là, il y a eu les affaires Fourniret, donc le fameux tueur en série et tueur de petites filles et aussi agresseur sexuel. Il était surnommé l'ogre des Ardennes et il a été arrêté en juin 2003 après avoir essayé d'enlever une petite fille qui, heureusement pour elle, a réussi à se libérer. Et donc c'est là qu'il a été arrêté. Lui, très rapidement, il a été condamné pour 5 meurtres et 2 assassinats de jeunes filles en France et en Belgique à la peine maximale, donc c'est la perpétuité incompressible, la vraie perpétuité. Et puis il a avoué 3 autres meurtres par la suite. Donc là on est le 5 juillet 2004 et ils ont essayé de faire un petit peu comme la cellule Ariane avec le Landais. Ils ont essayé de relier certains dossiers cold case ou de meurtres non résolus à la présence ou non de Fourniret dans la région et peut-être son implication. Il y a une trentaine de dossiers qui ont été examinés dans ce cadre-là et le dossier de Marion Wagon en faisait partie. Finalement, il apparaît assez rapidement que Fourniret aurait eu un alibi dans le cadre de la disparition de Marion Wagon et il a rapidement été mis de côté. Mais vous savez aujourd'hui qu'il était très fort pour se forger des alibis parce que ça s'était passé de la même manière pour la disparition d'Estelle Mouzin, on l'avait mis rapidement de côté par rapport à ses alibis, et il se trouve qu'aujourd'hui il a avoué l'année dernière et qu'en plus on a retrouvé un ADN qui relierait Fourniret à Estelle Mouzin. D'ailleurs, je vous avais parlé de cette disparition au tout début de ma chaîne et du coup cette vidéo n'est plus à jour car il y a eu des mises à jour avec l'ADN justement très récemment l'année dernière. Pour rappel, Estelle Mouzin avait disparu à Guermantes en janvier 2003. Et donc en 2003, dans l'ancienne maison de la défenseur de Michel Fourniret, il y a eu un matelas qui a été saisi. Et sur ce matelas, il y a des analyses qui ont été faites et des ADN qui ont été isolés. Des ADN qui ne sont pas les ADN de Michel, de sa femme Monique Olivier ou de leurs enfants. Et parmi ces ADN, il y avait l'ADN d'Estelle Mouzin qui a été partiellement retrouvé. Comme je vous disais, par la suite, il a avoué et malheureusement, aujourd'hui, on n'a toujours pas retrouvé le corps d'Estelle et Michel Fourniret est décédé l'année dernière en prison d'une longue maladie. Il reste peut-être un espoir en Monique Olivier, son ex-femme qui était aussi sa complice. Peut-être qu'elle avouera ou
dira des informations. En tout cas, malheureusement, à l'heure actuelle, elle n'est toujours pas retrouvée. Au total, il y avait 13 ADN qui ont été retrouvés sur ce matelas et ces ADN, on essaye de les faire correspondre à des ADN de personnes, de jeunes filles disparues parce qu'on sait que c'était principalement les victimes de Michel Fourniret. Donc dans le cadre de Marion Wagon, ce qu'on a essayé de faire, c'est qu'on s'est dit on va comparer son ADN avec les autres ADN qui ont été retrouvés sur les matelas. Et on a ce fameux scellé, le scellé numéro 5 qui contenait plusieurs cheveux de Marion, des cheveux à la base normalement avec des bulbes. Alors pourquoi est-ce que c'est important? Parce que c'est avec le bulbe qu'on va pouvoir extraire et isoler l'ADN et donc l'ADN de Marion dans ce cas-là. Le souci, c'est qu'il se rend compte très rapidement en 2003 qu'on n'a plus que 2-3 cheveux dans le scellé et qu'en plus ces cheveux, il n'y a plus les bulbes dessus, alors qu'apparemment ils avaient été récoltés avec les bulbes directement sur la brosse de Marion qui avait été saisie à l'époque de la disparition. Et un cheveu sans bulbe, c'est comme si voilà, je m'arrachais un bout de cheveu comme ça, le cheveu entouré de kératine ne va pas donner d'informations génétiques, ne contient pas d'ADN. Et donc ce scellé là ne sert à rien. Mais on s'en rend compte très rapidement, on s'en rend compte en 2004. Là on avait quand même l'occasion d'essayer de récolter d'autres preuves ADN sur des objets que Marion aurait touchés par exemple. Et on était quand même à l'époque 8 ans après la disparition de Marion, donc il était important de récupérer l'ADN à ce moment-là. Et ben on s'est rendu compte très récemment, en 2021, qu'on travaillait avec l'ADN de la mère de Marion depuis 2006 seulement et que dans le dossier de la disparition de Marion, on n'avait pas l'ADN de la principale intéressée, donc de Marion. Il y a eu un gros manquement sur l'ADN, on s'est rendu compte très tard que finalement on n'avait pas l'ADN de la petite fille disparue. Et ce qui est fou, c'est que là, 25 ans après, donc depuis l'année dernière, il est demandé aux parents de Marion de retrouver des anciens jouets ou affaires de Marion que Marion aurait pu utiliser ou toucher pour qu'ils essayent de récupérer de l'ADN de la petite. On est 25 ans après la disparition, sachant que l'ADN ça se dégrade très rapidement s'il n'est pas conservé dans des bonnes conditions. Par exemple, ils avaient retrouvé dans un ancien cartable de Marion sa flûte traversière. Et flûte traversière, donc on sait qu'on l'utilise avec le bec dans la bouche. Et là, ils se sont dit, bingo, on va avoir l'ADN sur cette flûte traversière. Et ils ont retrouvé aucun ADN de Marion sur cette flûte. Donc pour vous dire à quel point, même sur un objet comme ça, on n'a retrouvé aucun ADN. Donc ne partons pas pessimistes, j'espère qu'on retrouvera un ADN, mais pour le moment, on est quand même sur un gros manquement de l'enquête. En plus de ça, c'est pas le seul raté qu'il y a eu dans cette affaire, je vous en ai déjà parlé. Pour moi, le plus gros raté, c'est la piste Gilbert et Raymond qui a été complètement abandonnée quand la police a été dessaisie au profit de la gendarmerie. Pour moi, c'est un gros manquement parce qu'il y avait quand même des choses flagrantes. Notamment, ils avaient retrouvé à l'époque un carton rempli de petites culottes qui appartenaient à Gilbert. Il aurait été intéressant évidemment de mettre ce carton sous scellé et de faire des analyses ensuite pour voir à qui appartenaient ces petites culottes. Et en fait ce carton n'a jamais été mis sous scellé. Et quand les enquêteurs s'y sont intéressés un peu plus tard, la famille leur a dit non, nous on sait pas où est le carton. Effectivement le carton avait été laissé dans la famille de Gilbert, qu'est-ce qu'ils vont faire? S'il y a des preuves ils vont les jeter évidemment, donc pour pas qu'ils soient encore plus inquiétés que ça. Et donc on a perdu aussi ce carton. Et là je vais revoir rapidement toutes les théories qui ont été énoncées et comme vous savez pour moi la plus probable aujourd'hui. On a eu la théorie de l'oncle de l'ami de Marion qui, alors qu'on lui avait posé des simples questions, s'est lui-même accusé d'avoir été à l'origine de l'enlèvement, de la séquestration et de l'abus de Marion. En fait il s'est trouvé que c'était complètement faux et que finalement il a terminé en hôpital psy. Mais à la base c'était quand même un pédophile ce monsieur, donc c'était plutôt cohérent. En plus de ça, on a eu aussi la piste de l'affût qui a été évoquée mais rapidement écartée. On a eu aussi la piste de la Martinique, je trouve qui était une piste quand même intéressante, mais encore une fois les enquêteurs ont fait chou blanc, donc mis de côté également. On a eu la piste Fourniret qui est encore une piste actuelle, j'imagine que il y a encore des analyses qui doivent être faites, des analyses de comparaison d'ADN aussi, et j'espère que d'ailleurs ces ADN vont donner quelque chose, peut-être que ça va matcher avec des cold cases, et en tout cas peut-être qu'on aura enfin des preuves pour faire bouger certains dossiers, je l'espère. Et encore une fois, pour moi la piste la plus importante, la plus frustrante, c'est la piste du pédocriminel
criminel qui se balade, qui essaye de venir sur Agen de manière discrète, qui ne l'assume pas derrière, qui ne sait pas expliquer pourquoi il s'est déplacé le jour même sur Agen, même s'il n'y en a aucune preuve finalement qu'il était réellement sur Agen ce jour-là. Le souci, c'est que maintenant, aujourd'hui, que Gilbert est mort à la prison de Fresnes en 2003 d'un cancer, alors que c'était le principal intéressé. Il est mort sans même avoir été réinterrogé ou même inquiété dans la disparition de Marion. Et son acolyte Raymond est lui aussi décédé en 2015 à la maison d'arrêt de Versailles. Aujourd'hui, à part leur famille, peut-être à interroger, les familles de Raymond et de Gilbert, on n'a plus aucun moyen de les contacter vu qu'ils sont décédés. Et maintenant, donc 25 ans après, on a, comme je vous l'ai dit, le père qui a voulu sortir du silence, le père de Marion, qui a donné une interview très émouvante dans le cadre de l'émission Enquête criminelle qui a été diffusée sur W9 en mai 2022. En tout cas, il est retourné sur place pour refaire le chemin qu'aurait dû emprunter Marion le jour de sa disparition. Et en fait, il a indiqué qu'il y a eu un autre témoignage d'un homme qui affirme avoir vu Marion à 2 pas de chez elle, et d'ailleurs qu'elle était très pressée, qu'elle courait presque. Si ce témoignage s'avère être vrai, ça veut dire qu'elle n'aurait pas emprunté le chemin habituel qu'elle empruntait pour rentrer chez elle, mais qu'elle aurait pris un autre chemin. D'ailleurs, lui, il indique qu'il a failli renverser la petite, donc c'est pour ça qu'il l'a suivi du regard. Et en fait, à un moment, elle s'est engouffrée par un petit chemin qui, à l'époque des faits, menait sur une sorte de zone en friche, que Marion connaissait très bien parce qu'il s'agissait du pâté de maison qui se trouve pas loin de l'appartement et d'ailleurs qui emmène directement à l'arrière de leur immeuble. Aujourd'hui, sa famille pense de plus en plus qu'elle aurait pu disparaître très proche de l'immeuble, limite peut-être dans la cour arrière de l'immeuble. Il explique aussi que sa fille et sa femme, le jour de la disparition de Marion, avaient entendu crier. Alors, est-ce qu'il s'agissait de Marion ou pas? On ne sait pas. Mais c'est vrai que ça pourrait expliquer ce témoignage finalement qui expliquerait que Marion a été vue plus proche de son domicile et peut-être qu'effectivement elle aurait été enlevée juste derrière chez elle. Aujourd'hui, l'enquête est toujours ouverte et le dossier a été transféré dans le pôle qui a été ouvert, je vous en avais souvent parlé, en mars 2022. C'est un pôle spécialisé pour les affaires criminelles non élucidés ou même dans les crimes en série. Il y a pas mal de dossiers, à peu près 200, qui vont être étudiés à travers cette cellule. Il y a notamment le dossier d'Estelle Mouzin, de Marion Wagon ou encore de Marie-Hélène Audois, où je vous avais fait aussi une autre vidéo que je vous mets ici. Donc je finirai cette vidéo sur les mots que le père a dit. Le père a dit « Je ne peux pas partir si je ne sais pas ». Et il n'est jamais trop tard pour celui qui sait ou qui a fait de soulager sa conscience. Donc c'est vraiment très touchant et j'espère vraiment qu'ils vont avoir des réponses, peut-être avec l'aide de ce pôle à Nanterre, le pôle spécialisé dans les cold cases. En tout cas, c'est fini pour aujourd'hui, donc j'espère que vous avez suivi jusqu'ici. N'hésitez pas à me dire si vous connaissez cette affaire, n'hésitez pas d'ailleurs à liker la vidéo, à la partager. J'espère en tout cas que la petite Marion ne sera pas oubliée. Même si c'est une disparition connue, moi elle me tient à cœur, donc j'ai préféré en parler aujourd'hui. J'ai essayé de vous dire vraiment tous les détails nouveaux que moi-même j'ai appris et peut-être que je vous apprends aujourd'hui. On se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo et les lundis et les jeudis sur Twitch, soit pour enquêter ensemble, soit pour discuter d'un sujet ou d'un autre. À très bientôt pour une prochaine vidéo et prenez soin de vous.